Salut à tous et à toutes et bienvenue dans la deuxième vidéo de ce tuto sur l'implémentation d'un remarcher sur ShaderToy. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va calculer l'éclairage de nos objets, on va aussi calculer les ombres, et puis on verra, à commencer par ça, comment changer la couleur de nos différents objets. Donc, pour changer la couleur de nos objets, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir refactorer un petit peu notre code, c'est-à-dire le changer de manière à ce qu'il soit plus malléable et qu'on puisse justement séparer, entre guillemets, le traitement de nos objets quand il s'agira de les colorer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de simplement retourner un float dans nos fonctions de distance pour calculer notre sphère et notre plan, et aussi de notre scène, ce que l'on va faire, c'est qu'on va renvoyer un vecteur 2, donc deux valeurs. La première valeur sera un index pour la couleur de notre objet, et la deuxième valeur sera toujours la distance. Donc on va retourner ici un vecteur 2 pour à peu près toutes les fonctions qui nous intéressent ici concernant la distance. Et ici, comme je vous l'ai dit, on va devoir retourner un vecteur 2. Alors ce vecteur 2, il va retourner en Y la distance et en premier paramètre, l'index du matériel. Donc on va passer ici un float qui va s'appeler I ou C, ouais, non, on va l'appeler I, pour quel matériel, enfin quelle couleur on va choisir. Donc on va avoir une liste de couleurs, par exemple 0, ça sera du rouge, 1, ça sera du vert, etc., etc. On pourrait même d'ailleurs traiter les matières de manière différente sur nos objets, mais pour l'instant ça va juste représenter une couleur, et on va passer donc cette couleur comme étant la composante X de notre vecteur 2. On va faire la même chose ici, donc ici je vais passer en XI dans le troisième argument de ma fonction. La scène ici, pour l'instant, ne changera pas. On va définir les différentes couleurs à cet endroit-là. Par exemple, la couleur de mon plane, ça va être par exemple 0, donc ça va être la première valeur, 0.0. La deuxième couleur, ça va être la deuxième sphère va avoir une couleur qui est indexée par la valeur 1, et on va faire 2 pour la deuxième sphère. Et là, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir retourner cette fois-ci un minimum, mais entre les différentes distances. Donc là, à la place ici d'un float, je reçois un vecteur 2, et cette fois-ci, je vais prendre la distance minimum entre la valeur y de chacun de mes vecteurs 2, puisque on a dit que dans y, c'est-à-dire la deuxième valeur que l'on reçoit dans notre vecteur 2, eh bien on a toujours la distance. D'accord? Donc c'est rien de bien compliqué, on a juste modifié un petit peu notre code pour passer en plus un autre paramètre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir changer notre fonction march cette fois-ci. Donc la scène ici que l'on récupère, on va la stocker dans un vecteur 2 cette fois-ci. D'accord? Donc je peux l'initialiser à 0 dans un premier temps. Et ce qu'on va faire, c'est que ici, on va faire plus égal s de y, puisque maintenant s est un vecteur 2 et la distance est stockée dans y. Et ici, on va remplacer tout simplement le test pour savoir si on a touché un objet. Alors là, théoriquement, si je fais Alt Entrée, à part probablement une petite erreur... Ah oui, effectivement, ici, il faut que je retourne aussi un vecteur 2. Alors, effectivement, il va falloir qu'on se crée nos propres fonctions de minimum qui vont retourner un vecteur 2, puisqu'on a envie de savoir aussi si c'est l'objet minimum, quelle couleur il faut qu'on renvoie. Donc si pour l'instant, juste pour vérifier que le reste fonctionne, je fais quelque chose comme ça, je fais Alt Entrée, mon code n'a pas changé, j'ai toujours envoyé ici la distance. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer notre propre fonction minimum vecteur 2, je vais l'appeler minvec2, voilà, qui va prendre deux vecteurs en paramètres. Le premier, ça va être A, et le deuxième, ça va être B, donc ça va être nos deux objets, entre guillemets. Et ce que je vais faire, c'est que, eh bien, je vais regarder, je vais retourner un nouveau vecteur 2, qui va soit prendre un objet, soit retourner un objet, donc le A, soit retourner le deuxième objet. Comment on va faire pour déterminer quel est l'objet qui est plus proche? Eh bien, dans les deux objets, on a la distance dans le paramètre Y, donc on va faire si la distance de l'objet A, qui est stocké dans le Y, est inférieure à la distance de l'objet B, à ce moment-là, on va écrire une ternaire. Donc une ternaire, c'est une condition qui est écrite sur une seule ligne. À ce moment-là, on retourne l'objet A, sinon on retourne l'objet B. Alors une ternaire, ça fonctionne comme ça, si jamais vous ne connaissez pas.
c'est quelque chose qui existe en C aussi dans plein de langages de programmation. Vous avez votre condition ici, que vous évaluez avec le point d'interrogation, donc tout ce qui se trouve avant le point d'interrogation, c'est la condition. Si cette condition retourne vraie, à ce moment-là, on va renvoyer cet objet-là. Donc toute l'expression ici va être égale à A, et sinon, elle va être égale à B. D'accord ? Donc maintenant, à la place d'utiliser le min, simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser min-vec2. Voilà, comme ceci. Je peux faire Alt Entrée. Et effectivement, maintenant, je n'ai plus à utiliser la composante Y, puisque j'envoie directement le vecteur en entier. Et donc là, si je fais Alt Entrée, vous voyez que tout fonctionne avec des vecteurs 2. Alors évidemment, on n'a pas encore affiché nos couleurs. Donc comment on va faire pour afficher nos couleurs? Eh bien, au moment où on break, c'est-à-dire au moment où on a touché l'objet, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que la fonction march ne va plus, cette fois-ci, retourner uniquement la distance. Elle va retourner aussi un vecteur 2. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, cette fois-ci, on va return directement, tant qu'à faire, le vecteur 2 correspondant à ce qui se trouve dans la scène, c'est-à-dire S. Et ici, au moment où on a touché le décor, ce qu'on va faire, c'est qu'on va return un vecteur 2 qui va avoir une couleur qui est à -1, donc un index qui est à -1, comme ça nous permettra de savoir qu'on est au niveau du décor, et on va retourner une très longue distance pour l'instant. Peut-être qu'on modifiera ça par la suite en fonction de notre programme, et je vais enlever les returns ici. Alors normalement je peux enlever déjà les breaks ici, et je vais devoir laisser le return ici. Je vais retourner S ici. Alors j'ai une erreur, effectivement, maintenant je reçois un vecteur 2 qui contient non plus la distance, mais qui contient la distance plus l'index de l'objet. Alors on peut peut-être appeler ça objet ou S pour scene maintenant. Donc la distance, je vais la stocker. Elle provient d'où? Elle provient de S.Y, hein, toujours. Et là, si je fais Alt Entrée, je devrais avoir quasiment toujours la même chose, sauf que je n'ai pas la même chose. Alors, oui, effectivement, au moment où je return S, il faut bien que je passe la valeur de la distance qui a été accumulée. Donc en fait, vous savez quoi, je vais revenir carrément à mon ancien code. On va break ici, et ce qu'on va faire, c'est que ici on va retourner S, mais juste avant de retourner S, on va changer la valeur de S pour la valeur de D qu'on aura compute. Et donc là, ça va être la même chose. Donc ça veut dire que maintenant, on reçoit S, donc on break dans les deux cas, hein. On reçoit toujours S qui est notre... on renvoie toujours la distance, pardon, accumulée, qui est stockée dans D ici, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Par contre, donc on le modifie avant de l'envoyer, si jamais on a touché un objet, et on remplace la distance. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'en plus, on retourne l'index, d'accord? Donc maintenant que j'ai tout ça, je vais déterminer la couleur. Donc on va se faire une fonction dans un vecteur 3 qui va nous retourner la couleur. Donc on va appeler ça, cette fonction, on va l'appeler material, même si ça va nous retourner qu'une seule couleur pour l'instant. Si jamais plus tard on veut changer le type de matière, faire une matière réfléchissante ou autre, on pourra aussi utiliser cette fonction. Donc là, ce qu'elle va prendre en compte, cette fonction, ça va être tout simplement l'index de notre matériel. Et par défaut, ça va retourner ici du noir. Voilà, donc je peux faire aussi vecteur 3 de 0, vous en avez l'habitude maintenant. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va tester tout simplement sur quel matériel on travaille. Donc si notre valeur de i, donc l'index de notre matériel, est inférieur à 1.5, je vais vous expliquer pourquoi on met des points 5 après. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on retourne? On va retourner du rouge. Voilà. Sinon, si notre matériel est inférieur à 2.5, alors j'avais mis 0, excusez-moi. Donc si c'est inférieur à 0.5, 1.5, on va retourner du vert. Et sinon, si c'est inférieur à 2.5, oui, j'avais mis 2 ici, donc c'est bon. À ce moment-là, on va retourner du bleu. Voilà. Sinon, en fait, on va arriver là et on va retourner du 0, donc c'est-à-dire du noir. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que maintenant, on va, eh bien, puisqu'on a l'information, on va pouvoir
stocker la couleur de notre objet, ou plus précisément le matériel, mais pour l'instant on va considérer que c'est la couleur. On va pouvoir le récupérer depuis la fonction matériel, tout simplement en passant l'index qui se trouve dans X. Donc je fais Alt Entrée, et effectivement je n'affiche pas cette couleur, donc ce que je vais faire, c'est que je vais afficher R, G et B. Alors vous voyez que c'est un petit peu long d'écrire tout ça, ou alors X, Y et Z, en fait, c'est des alias, hein, c'est ce que je vous disais. Ce qu'on va faire, c'est que, à la place de faire ça, on va directement écrire RGB, et le langage de shader va automatiquement comprendre qu'il va falloir remplir les 3 premières composantes de ce vecteur 4. C'est ce qu'on appelle un swizzle en programmation de shader. Vous auriez pu faire aussi X, Y, Z, mais on aurait pu faire aussi RRG, par exemple, pour afficher dans le X du vecteur 4 le R, dans le Y aussi le R, et dans le Z le G. Et là, on va faire RGB. On aurait pu le modifier, en fait, on aurait pu faire GBR, on aurait pu faire B, etc. etc. Ça, c'est ce qu'on appelle un swizzle. Donc là, je vais faire Alt Entrée, et vous voyez que ça fonctionne correctement. J'ai mes objets qui sont testés. Cependant, au moment qui ont des couleurs différentes. Cependant, au moment où je touche le décor, je ne vous ai pas oublié, hein, je vais vous expliquer pourquoi on passe en décimale ici, mais au moment où on touche le décor, j'aimerais juste changer la couleur. Dans le X, l'index, on va le mettre à -1. Donc je vais faire Alt Entrée ici, pour le X. Alors pas -1 justement, parce que en fait, -1 n'est pas testé ici. Donc du coup, enfin ça va tomber sur du rouge. Donc en fait, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une très grande valeur. Voilà. Et donc là, du coup, je vais retomber sur du noir. Alors là, on voit que ça a l'air de trembler un petit peu. Ça va dépendre vraiment de la distance maximale à laquelle on affiche notre scène. Et aussi, ça va dépendre de la précision de notre distance. Donc si par exemple j'ai une toute petite précision, vous voyez qu'on peut avoir des formes qui sont complètement cassées. Plus je monte la précision, plus forcément je me rapproche de mes objets et je suis précis. Ce que je vous propose de faire, c'est de vous expliquer déjà pourquoi le inférieur à 0,5. Si j'avais mis directement est égal à 0 ici, est égal à 1 à la place, et est égal à 2, ça marche, mais dans certains cas de figure, on peut avoir des problèmes de précision lors de l'égalité. Donc sur certains GPU, donc ce que je vous conseille de faire, et c'est la raison pour laquelle on l'a fait, c'est de valider le test largement haut la main en rajoutant 0,5. D'accord ? Donc on est toujours sûr que ce test sera valable et on n'a pas une égalité hyper précise à tester entre nos vecteurs. Donc là, ce qu'on a, c'est qu'on valide du plus petit au plus grand ordre, bien évidemment, parce que comme on return avant, si on met à l'inverse, ben, en fait on aura return dans la mauvaise couleur avant et on aura zappé toutes les autres. Donc du coup, c'est important de le faire correctement dans l'ordre. Donc ce que je vous propose de faire, juste avant de passer au lighting, et donc d'abord au calcul normal, on va juste faire un tout petit truc avant, c'est qu'on va regarder dans les données d'entrée du shader ici, vous avez une information qui s'appelle iMouse ici, et qui vous donne la coordonnée de la souris en pixels. D'accord ? Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker juste avant ici la coordonnée de notre souris dans un vecteur 2. Donc on va l'appeler mouse ici, et on va dire iMouse ici, .xy, et c'est donné en pixels de coordonnées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par iRésolution. Et en fait, ce qui va se passer avec ça, du coup, c'est que la souris qui est ici, eh bien, en fait, en bas va nous donner 0, et en haut va nous donner 1, et on a divisé par la bonne hauteur. Donc, à partir de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans notre origine de notre caméra, on va tout simplement, eh bien, sur la hauteur, passer la coordonnée en Y de notre mouse. Alors ça n'a pas fonctionné parce que iRésolution est un vecteur 3. Il faut mettre .y ici.
Et vous voyez que là, en montant et en descendant, c'est comme si j'avais monté, entre guillemets, ma caméra. Alors, c'est pas très juste de faire ça, c'est la raison pour laquelle je vous propose, et c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente, de coder une caméra qui va être beaucoup plus précise que ce qu'on a fait ici. On va faire ça après le lighting parce que pour l'instant je préférais déjà qu'on finisse le lighting. Donc là, la position de la souris, on l'a dans un coin, je vais la mettre beaucoup plus faible. C'est juste pour avoir un léger mouvement pour nous, pour voir que notre scène bouge bien en 3 dimensions. Donc continuons notre lighting. Alors le lighting, comment ça va fonctionner? On va placer une light, donc littéralement une lumière dans notre scène. Je vais créer une fonction qui va s'appeler lighting. Et on va avoir besoin de plusieurs informations. La première information dont on va avoir besoin, c'est le point que l'on est en train d'éclairer. Donc là, littéralement, par exemple, j'ai un rayon qui touche cette sphère à cet endroit-là. Eh bien, j'aimerais savoir quel est l'impact de la lumière à cet endroit-là. D'accord ? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi passer notre information, je vais revenir dessus, mais je vais déjà, dans cette fonction, déclarer la position de ma lumière. Donc on va dire que la lumière, elle est légèrement à droite, elle est au-dessus, et elle est légèrement devant nous. Comme ça, elle va éclairer depuis le devant. Alors légèrement, j'ai dit, pas autant. Voilà. Donc ça va être littéralement la position, donc elle va être à peu près par là. Ça va être littéralement la position de notre souris, de notre lumière, pardon. Et le deuxième paramètre que je vais avoir besoin de passer à la fonction lighting, c'est ce qu'on appelle la normale, que je vais appeler n. Alors la normale, ça correspond à quoi? Ça correspond à un vecteur qui est perpendiculaire à la surface, à l'endroit où on est en train de calculer notre lighting. En vrai, c'est la normale en tout point de la surface d'un objet est perpendiculaire. Et en fait, c'est un vecteur unitaire, donc qui a une norme de 1, et qui nous donne l'indication de comment est orientée la surface en un point. Si vous prenez par exemple un hérisson, vous voyez que tous les pics, en fait, ils vont dans la direction de la normale de notre hérisson. En un point, c'est-à-dire la racine, si vous voulez, du pic du hérisson correspond au point que l'on est en train de regarder, et le pic du hérisson, eh bien, il pointe à l'extérieur de la surface, dans la direction de cette surface. Pourquoi c'est intéressant de savoir ça pour calculer le lighting? Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est que, par exemple, depuis un point ici, on sait que le vecteur va aller à peu près vers le haut ici, et si la lumière est légèrement sur le côté, eh bien l'angle qui va être formé entre la direction de ce point vers la lumière et la normale, eh bien, va être légèrement ouvert, et on sait que donc la lumière va avoir une influence légère sur ce point. Par contre, si la lumière était pile au-dessus de ce point-là, la normale et la direction de la lumière sont confondues, donc on va avoir un éclairage à 100% sur ce pixel-là, si jamais la lumière était au-dessus. Par rapport, encore une fois, au pixel qu'on est en train de shader, c'est-à-dire le pixel qu'on est en train d'essayer dont on est en train d'essayer de définir la lumière, si vous voulez. Donc du coup, si la lumière était par exemple à 90 degrés par rapport à ce point-là, eh bien, vous voyez que clairement, elle n'aura aucune incidence dessus. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le pixel aura une intensité lumineuse de 0. Ou proche de 0 si c'est un angle légèrement supérieur à 90 degrés. Il y a une opération mathématique vectorielle qui existe, qui est très connue, hein, c'est le produit scalaire. Le produit scalaire, ou le dot product en anglais, va nous donner l'information va nous donner une information qui va nous en apprendre plus sur l'alignement de deux vecteurs. Si par exemple on a deux vecteurs qui sont à 90 degrés, le dot product, le produit scalaire, va nous retourner 0. Si nos deux vecteurs sont alignés, le dot product va nous retourner une valeur positive. Si le dot product est négatif, c'est que nos deux vecteurs pointent dans des directions qui sont opposées, ou supérieures à un angle de 90 degrés entre les deux vecteurs. La formule du dot product, ou du produit scalaire, c'est le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs, multiplié par la norme
du premier vecteur, c'est-à-dire la longueur du premier vecteur, multipliée par la longueur du deuxième vecteur, donc la norme du deuxième vecteur. Ce qui est assez cool avec cette formule, c'est que, au passage, on peut retrouver l'angle tout simplement en utilisant la fonction cosinus inverse. Il faut aussi savoir que la valeur du dot product est un scalaire, c'est-à-dire c'est un nombre au final, c'est pas un vecteur. Et au passage, cette valeur en fait vaudra la distance projetée du deuxième vecteur sur le premier fois la norme du premier vecteur. Donc si vous analysez la formule, vous voyez que si les normes de A et les normes de B eh bien, sont égales à 1, eh bien en fait, le dot product va être égal au cosinus de l'angle. Et le cosinus de l'angle va varier de -1 à 1. Donc ça va être assez pratique pour nous dans notre contexte de lighting. Donc si mes deux vecteurs sont unitaires et qu'ils pointent dans la même direction, j'aurai 1. Donc là, c'est le cas que je vous avais expliqué avec la normale et la lumière, la direction de la lumière. Donc là, on aura une valeur de 1. Si nos deux vecteurs sont à 90 degrés, c'est-à-dire que la lumière n'aura aucune incidence sur par rapport à cette normale-là, on aura une valeur de 0. Et si si la lumière et la normale ont un angle très élevé, très important, pardon, et bien en fait, on sera dans les nombres négatifs. Et un nombre négatif, nous, dans notre cas, pour l'éclairage, ça ne nous sert pas à grand-chose. On a envie de savoir la valeur entre 0 et 1. 0, c'est pas de lumière, et 1, c'est 100% de lumière. Moins 100% de lumière, ça ne voudrait pas dire grand-chose. D'accord ? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir déjà besoin de calculer cet éclairage. Le problème, c'est qu'on n'a pas notre normale. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de continuer notre lighting et de calculer notre normale après. Alors pour l'instant je vais retourner un float parce que ça suffira dans un premier temps. Ça va être la puissance de la lumière, je vais y retourner un vecteur 3, je ne sais pas pourquoi, par défaut, mais voilà, je vais changer ça en un float. Donc ce qu'on avait dit, c'est qu'on allait retourner le dot product entre la direction de la lumière. Le problème c'est qu'on n'a pas la direction de la lumière, donc on va calculer la direction de la lumière. La direction de la lumière, donc light, je vais appeler ça LD, hein. Là j'ai appelé ça light post, on va appeler ça LP. Mais la direction de la lumière, ça va être P, ça va être LP, pardon, donc la position de la lumière dans l'espace, donc ici par exemple, moins la position de notre point. Donc admettons qu'on soit en train de calculer le lighting pour ce point-là, la lumière étant là, on aura un vecteur qui ira dans cette direction. D'accord ? Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un autre vecteur qui va s'appeler LN, qui va être LD, mais normalisé, c'est-à-dire avec une valeur de 1, pour justement profiter, lorsque je vais calculer le dot product, eh bien, un range entre -1 et 1, ce qui est avantageux pour nous. Alors je passe par ce vecteur intermédiaire, on verra pourquoi par la suite, pour calculer les ombres, ça sera plus facile. Donc maintenant qu'on a la direction de notre lumière, il nous faudra la direction de notre normale, qu'on n'a pas encore, mais ce qu'on peut déjà faire, c'est qu'on peut retourner le dot product entre la normale et la direction de notre lumière. Le problème, c'est que là, on va se retrouver avec un dot product qui va être négatif, donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait un max de tout ça, donc on dit qu'on veut retourner la valeur maximum entre 0 et le dot product, ce qui aura pour effet de supprimer les nombres négatifs. Effectivement, un nombre négatif sera toujours inférieur à 0. Donc si je prends le maximum entre, par exemple, moins 0,5 et 0, bah, le maximum c'est 0. Donc je retourne cette fois-ci cette formule qui correspond donc à l'intensité lumineuse qui se trouve en un point. Le problème, c'est qu'on n'a pas notre normale. Alors comment on va calculer notre normale ? On va la calculer dans une autre fonction, qui cette fois-ci, elle, retournera bien un vecteur 3, puisque une normale est une direction. Et la normale en un point, d'accord ? Donc au point qu'on a envie de calculer. Donc ce qu'on va faire, c'est que la normale qu'on a envie de calculer, on va la calculer d'une façon qui peut paraître un petit peu compliquée, mais je vais tenter de faire de mon mieux pour l'expliquer. On va calculer ce qu'on appelle la dérivée en un point. Donc la dérivée, c'est, sans rentrer dans les détails pour ceux qui ne savent pas et qui ont de vagues souvenirs de mathématiques, une dérivée, c'est comment change une fonction en un point.
Nous, on va calculer une dérivée discrète, c'est-à-dire on va pas calculer une dérivée parfaite, on va calculer avec un léger delta de combien a changé la surface en un point. Donc, imaginez-vous, vous êtes en train de calculer ce point-là qui se trouve devant nous. On a envie de savoir de combien a changé la surface en ce point-là. Le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir en cet instant-là, en cet endroit-là dans l'espace, par rapport à quoi elle change, cette surface. Il va bien falloir qu'on sache comment, enfin, qu'elle change par rapport à quoi. C'est comme la notion de, quand on parle d'une vitesse ne peut pas être calculée de manière instantanée. On ne peut pas dire, maintenant, là, tout de suite, quelle est la vitesse de l'objet. C'est comme si on arrêtait le temps et qu'on disait à quelle vitesse tu vas. En fait, on ne peut pas savoir à quelle vitesse on va de manière instantanée, on est obligé de faire une différence, de savoir par rapport à un instant qui était légèrement avant ou légèrement après. Là, ça va être la même chose. On va calculer de combien on a changé sur l'axe X par rapport à un point qui va se trouver légèrement à côté du point qu'on est en train de calculer. On va faire la même chose pour Y. Sur l'axe Y, donc sur l'axe vertical, on va regarder de combien l'axe vertical a changé par rapport à un point qui est légèrement au-dessus. Et on va faire exactement la même chose pour l'axe Z, de combien notre surface a changé par rapport au point qui se trouve légèrement en avant, donc sur l'axe Z. Ces trois informations vont nous donner trois deltas. Le delta en X, le delta en Y et le delta en Z, c'est-à-dire la différence par rapport à ce léger point à côté. La combinaison de ces trois deltas va correspondre aux trois composantes de notre normale, et on va pouvoir normaliser ce vecteur-là, qui sera composé de nos trois différences, et ça va nous donner la normale. Alors en fait, si on comprend une normale comme étant de combien change la surface en ce point-là, eh bien c'est exactement ce qu'on va faire ici en calculant de combien la surface a changé, et ça va sur chaque axe, et ça va nous donner donc la normale. Et une normale, en vrai, c'est ça, hein. Une normale, c'est une information de comment la surface change et comment elle est orientée, si vous voulez, en un point. Donc, on aurait pu à chaque fois recalculer le point en allant récupérer la distance et en recalculant le point par rapport au rayon. C'est un petit peu compliqué, donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la différence de distance par rapport à un point qui se trouve légèrement à côté. Donc, si je me mets à cet endroit-là sur ce point-là et que je calcule la distance qui se trouve sur un point qui est légèrement à côté, ça va me donner une information, un ratio, qui va me dire de combien la distance a changé, et ça va revenir au même pour nous pour calculer la normale. Donc on va faire ça, exactement ce que je vais vous décrire. Donc la première chose que ce que je viens de vous décrire, la première chose qu'il va falloir qu'on fasse, c'est que l'on récupère la distance de notre normale en un point. Alors le problème, c'est que là, on n'a pas notre distance. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la recalculer pour ce point-là. Donc on va dire que on va appeler ça alors on va appeler ça dp pour savoir la distance en ce point-là, et ça va, on va devoir tout simplement calculer grâce à la fonction march ici le point. Alors pas la fonction march, excusez-moi, la fonction sen, c'est elle qui nous retourne la distance. Donc on va calculer la distance dans notre fonction sen. Ah, j'ai changé le dpi de ma souris. Donc dans la distance, depuis le point P, on va calculer la distance. Donc ça c'est le point littéralement de référence, hein, de notre qu'on a envie de shader. On aurait pu d'ailleurs le passer ici pour ne pas le calculer deux fois. On verra si on fait ça après. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais récupérer la distance, donc qui se trouve dans Y, puisque souvenez-vous que la scène maintenant retourne un vecteur 2. Ça va être notre point de référence. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer nos ratios. D'accord ? Alors ces ratios-là, et je ne l'ai pas mis dans un vecteur 2, je vais le mettre dans un float puisque je récupère juste le Y. Donc on va calculer la différence de distance en Y par rapport à un point qui se trouve légèrement à côté. Donc on va calculer la scène, donc on va récupérer la distance, par rapport à ce point-là, plus un vecteur 3, donc plus
un vecteur qui va nous décaler légèrement vers la droite. D'accord? Donc là, vous voyez que j'ai rajouté 0, 1 en x. Et d'ailleurs, je vais appeler ça eps pour epsilon. En général, on appelle cette valeur epsilon. Une valeur toute petite, on appelle ça epsilon en général en programmation. Et ce que je vais faire, c'est que de cette scène, je vais récupérer la distance et je vais soustraire ADP, qui est la distance du point original. Donc en gros, là, qu'est-ce que j'ai calculé? J'ai calculé tout simplement, si j'ai un point légèrement à côté du point que je suis en train de calculer, je fais ça moins le point que je suis en train de calculer, et ça va me donner le delta entre ces deux points. Donc la différence entre ces deux points, ça va me donner une valeur qui va être le delta en x. Je fais exactement la même chose pour y. Cette fois-ci, je me déplace légèrement en y. Je fais exactement la même chose pour z. Cette fois-ci, je me déplace en z. Et ces trois valeurs vont être retournées, donc dx, dy, dz, dans un vecteur qui, lui, va être normalisé, c'est-à-dire qu'il va avoir une longueur de 1. Donc, il y a d'autres manières d'écrire cette normale. Je vais revenir dessus plus tard, mais là, normalement, ça devrait être assez simple, assez clair à comprendre. On va finir notre lighting et on va voir comment améliorer, entre guillemets, les choses ici. Enfin, écrire ça d'une autre manière un peu plus stylée. Donc du coup, maintenant on a notre normal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va éclairer notre scène. Donc on a récupéré la couleur, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le lighting. Donc le lighting qui nous est retourné en un float, que je vais appeler L pour le lighting. Et ce lighting ici va prendre en paramètre la position et la normale. D'accord? Donc P, ça va être la position. Et la normale, je vais la stocker dans un vecteur 3, ici, nord, et ça va être la normale en quel point? Au point P. Très bien, je fais Alt Entrée, j'ai des erreurs. Normale. Ici, alors j'ai une erreur. Pourquoi j'ai une erreur? Parce que le point P, je ne l'ai pas. Effectivement, le point P n'existe pas. En fait, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que ici, le point P, je le recalcule. Alors le point P, c'est quoi? C'est le point qu'on a touché une fois qu'on a appelé notre fonction marche. On peut le reconstruire assez facilement. C'est l'origine du rayon plus la direction du rayon fois la distance qu'on aura récupérée depuis notre fonction marche. D'accord? Donc là, j'aurai le point court. Ok? Donc là, je fais Alt Entrée et No Matching Function ici. Pourquoi lighting? Ah oui, évidemment, il faut qu'on passe la normale au lighting. Et là, je fais Alt Entrée, ça ne lui plaît pas. Je l'ai appelé N par habitude, mais on va faire norme ici. Donc là, normalement, théoriquement, on devrait avoir notre lighting. Alors, ce que je vais vous montrer avant, c'est vraiment la couleur de nos normales. Donc à la place de col, ici, on va afficher nos normales. Voilà à quoi ressemblent nos normales à peu près. Enfin, c'est pas à peu près, c'est voilà à quoi elles ressemblent tout court. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cacher une des sphères. Ou alors je vais juste l'avancer un tout petit peu. Vous voyez qu'elle est trop proche de nous, on va la reculer. 1,05. L'avancer, pardon. 1,5. Et vous voyez qu'on a bien du rouge sur le côté ici. Pourquoi on a du rouge ici? Parce qu'en fait, cette partie de la sphère est très alignée avec l'axe X. C'est-à-dire que la normale pointe dans cette direction. Si elle pointe dans cette direction, ça veut dire qu'en fait, la composante Y et Z du vecteur, eh bien en fait, est quasi nulle. Donc ça veut dire qu'on a un vecteur qui va se rapprocher de 1, 0, 0. D'accord? Et 1, 0, 0, quand on l'interprète en couleur, bah, ça fait quoi? Ça fait du rouge. Puisqu'on a 100% de rouge, donc le 1 est 0 de vert et 0 de bleu. Donc là, si on a du rouge, ça veut dire qu'on a bien la normale qui pointe dans cette direction. Donc on ne s'est pas planté au moins dans la normale. Donc ça, c'est assez bien. On revient sur notre lighting. Ici, maintenant, on va afficher la valeur de notre lighting. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire L, L, L. Et vous voyez qu'on a effectivement notre lighting qui a l'air de fonctionner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler notre light à 2 unités vers la droite, 5 unités vers la droite, et vous voyez qu'en fait ça décale bien notre lighting. Alors ce qui est rigolo, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut passer le cosinus du temps ici, et on peut passer le sinus du temps ici. Pour petit rappel, dans le cercle trigonométrique, le cosinus d'un cercle de rayon 1
c'est la valeur qui est projetée par l'angle formé sur l'axe des abscisses, et le sinus, c'est la même chose, mais sur l'axe des ordonnées. Donc c'est l'angle qui a été projeté sur l'axe Y. Et donc du coup, en fait, quand on fait varier l'angle, eh bien, ça va faire quoi? Ça va avoir pour effet de faire tourner notre vecteur. Donc là, du coup, iTime, si on regarde dans les données d'entrée du shader, c'est quoi? C'est playback time in second. Et ça correspond à quoi? Ça correspond au temps qui s'écoule, qu'on voit d'ailleurs tout en bas ici de notre shader. On peut mettre pause pour arrêter le temps si on a envie. Et là, ce qui est cool, c'est que si je fais Alt Entrée, vous voyez que j'ai ma lumière en fait qui tourne sur X et Y. Voilà, c'est un petit truc rigolo pour au moment du lighting. Donc nous, on va revenir sur 3 unités à droite, 2 unités en haut, pour l'instant c'est très bien, et on va se mettre légèrement devant, donc c'est-à-dire moins 0,5. Donc ça c'est super, on a notre lighting, on a notre couleur. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant du coup? Eh bien, on va pouvoir prendre notre couleur et la multiplier par notre lighting. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, enlever la distance D ici, qui pour l'instant ne nous intéresse pas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire que la couleur, qui, souvenez-vous, correspond à la couleur de nos différents objets, donc RGB ici, si je commande ça, hop, eh bien on va la multiplier par notre lighting. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'en fait, si je prends l'image du lighting qu'on avait vu juste avant en noir et blanc, si je multiplie par exemple le pixel qui était là, qui était dans les noirs, je le multiplie par du vert, et bien ça va se rapprocher du noir, donc ça va être dans l'ombre. Par contre, ici j'avais du blanc pour mon lighting, donc si je multiplie 1 par du vert, donc du blanc par du vert, et bien ça va me donner du vert. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux tout simplement multiplier en faisant fois égal ma couleur par mon lighting. Et là, on se retrouve avec notre lighting qui semble fonctionner plutôt correctement. Alors, on va calculer les ombres maintenant de notre lighting, dans notre lighting. Donc ce qu'on va faire, c'est que calculer une ombre, en fait, c'est assez simple, vous allez voir. On va en fait relancer un rayon à l'endroit où on se trouve. Donc imaginez-vous que la lumière donc, est bien à cet endroit-là. Donc forcément, ce pixel-là va être dans l'ombre. Pourquoi? Parce que cette sphère ici va projeter une ombre portée sur le sol. Donc au moment où on va calculer le lighting de ce point-là, ce qu'on va faire, c'est que juste avant de calculer le lighting final, on va tirer un nouveau rayon qui va aller de cet endroit-là jusqu'à la direction de la lumière. Et si jamais, lorsqu'on est en train d'avancer sur ce rayon, on s'arrête, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un objet entre ce point-là et la lumière. Donc ça veut dire que cet objet obstrue la lumière, et donc du coup ce point-là doit être dans l'ombre. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est que depuis ce point-là, cette fois-ci, on va calculer la distance à la scène en direction de notre lumière. Si cette distance, elle est inférieure à la distance qui se trouve entre mon point et la lumière, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que, eh bien, j'ai une distance plus courte, donc il y a un objet avant, donc du coup, ça veut dire que ce point-là, on va eh bien, retourner pas de lumière, c'est-à-dire 0 de lighting. Donc juste avant, ici, de retourner mon lighting, mon dot product, on va faire un test. On va faire si la distance, donc on va marcher de nouveau une fois qu'on est arrivé sur ce point-là. On va marcher de nouveau et on va marcher depuis le point P. Dans quelle direction? Dans la direction normalisée, donc unitaire, en direction donc, de la lumière. On va récupérer la distance qui se trouve dans le Y, souvenez-vous. Et si cette distance est inférieure à la longueur de la direction de la lumière, et bien à ce moment-là, on retourne 0. Et ça marche pas très bien, et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. On va faire plus égal n, donc c'est-à-dire la normale, fois 0,01. Et ça va marcher. Alors, laissez-moi juste vous expliquer ce qui se passe. Je vais remettre le cosinus de iTime ici et le sinus de iTime pour voir notre ombre tourner. Et je vais vous expliquer exactement à nouveau ce qui se passe. Donc on va juste attendre que notre ombre tourne un petit peu. Alors l'ombre est un peu courte, ça veut dire que la lumière
est beaucoup trop haute ou alors pas assez loin, je vais multiplier par 2 ici. Voilà, donc on va avoir la lumière qui va tourner. Je peux même baisser un petit peu la lumière, par exemple la mettre à 1. Vous allez voir qu'elle va raser donc beaucoup plus le sol, donc on va avoir beaucoup plus d'ombre. Et là, forcément, cette sphère porte une ombre de l'autre côté. Je vais même, vous savez quoi, la décaler encore plus vers la droite, comme ça on aura des ombres encore plus longues. Et là, cette fois-ci, ça va décrire une ellipse en termes de cosinus-sinus. Je peux bien évidemment retrouver mon cercle comme ceci. Alors pourquoi ça fonctionne ça à nouveau? Donc c'était peut-être un petit peu trop exagéré ici, je vais revenir à 2. Pourquoi ça fonctionne ce que j'ai fait? Donc length de LD, c'est pour ça que j'avais tout à l'heure séparé en deux vecteurs. LD à nouveau, c'est le vecteur entre mon point, le point que je suis en train d'éclairer, et la lumière, d'accord? Si je prends la longueur de ce vecteur-là, qui n'est pas encore normalisé, eh bien ça va me donner tout simplement la distance de mon point à la lumière. En dessous, on a normalisé ce vecteur, donc c'est bien dans cette direction qu'on va lancer notre nouveau rayon. Si la distance de ce nouveau rayon est inférieure, enfin la distance calculée depuis ce point en direction de la lumière est inférieure à la longueur du vecteur de mon point vers la lumière, à ce moment-là on sait qu'il y a quelque chose entre les deux, donc on retourne 0 de lighting. Pourquoi j'ai fait plus n fois 0,1? Je vais vous montrer, on va remettre plus 0, donc ça revient à rien faire. C'est tout noir. Pourquoi c'est tout noir? Parce que on lance un rayon depuis la surface en direction de la lumière. Il faut imaginer que vous avez un point qui est littéralement confondu par rapport à la surface. D'accord? Donc en fait, le rayon, il ne peut pas sortir, il est vraiment collé à la surface, donc en fait, il considère que on a touché, puisqu'en fait, il se touche, entre guillemets, si vous voulez, il se touche lui-même. D'accord? Le rayon va toucher lui-même la surface, à l'endroit du point. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre la normale en ce point-là, c'est-à-dire la direction de la surface, et on va la multiplier par un tout petit nombre, ce qui va avoir pour effet de décoller le point. D'accord? Donc là, vous voyez que je peux décoller jusqu'à un certain moment. Vous voyez, il y a un moment où on commence à avoir des artefacts. Ça veut dire que sur ces points-là, ici, on est encore trop près et que du coup, on a touché notre propre surface en ce point. Enfin, la surface sur laquelle on était en ce point. Donc du coup, je redécale, je décale mon point. Donc là, vous voyez qu'on a réussi à calculer nos ombres. Avant de conclure sur cette vidéo, ce que je vous propose de faire, on va faire deux choses. La première, ça va être de modifier notre fonction normale, et la deuxième, ça va être de corriger les couleurs avec ce que l'on appelle la courbe gamma, et on verra aussi comment rajouter un terme ambient à notre lighting. Donc c'est parti. Pour ce faire, ici déjà, au niveau de la normale, du calcul de la normale, vous voyez qu'à chaque fois on crée un vecteur 3 ici. Je vais vous montrer un petit trick, ça va être le suivant. Je vais créer un vecteur 2 que je vais appeler EPS aussi. Et ce vecteur 2, il va tout simplement nous servir. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer mon calcul ici, juste commenter l'autre pour que vous l'ayez en référence si jamais vous avez besoin. Et ce petit vecteur 2 ici, ce qu'il va avoir, c'est dans la première valeur, donc dans le x, il va avoir 0.01, et dans la deuxième valeur, donc dans le y, il va avoir 0. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer mes vecteurs par x, y, y dans le premier cas. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Ici, ça va être y, x, y, et le dernier, ça va être y, y, x. Alors en fait, ce qu'on utilise à nouveau ici, c'est un swizzle, donc ça marche, hein, si je fais Alt Entrée, rien ne change. Je me suis créé un vecteur ici 2 qui contient donc en x, comme je le disais, le delta, et en y 0. Et en fait, le swizzle ici va nous permettre de construire un vecteur 3. Donc c'est-à-dire qu'à partir de ce vecteur 2, je vais pouvoir construire un vecteur 3. Le vecteur 3, il va avoir dans sa composante x pour ce vecteur, il va avoir la valeur x de EPS, c'est-à-dire 0,01. Et pour la composante y et z, il va avoir y de ce vecteur, c'est-à-dire 0. Donc là, j'ai construit un vecteur qui fait 0,01 dans x, 0 dans y et 0 dans z. Pareil pour ici, sauf que vous voyez que j'ai mis le x ici à la place de la composante y, ce qui me retourne exactement ce vecteur-là, et pareil pour le troisième vecteur, le x est à la fin. Donc voilà, c'est une manière un petit peu plus subtile, c'est ce qu'on appelle du syntactic sugar en anglais, c'est-à-dire une manière d'écrire la syntaxe un petit peu plus différemment, on va dire.
Vous aurez l'habitude de voir ça si jamais vous lisez des remarchers. En général, c'est ce que la plupart des gens font. Et donc ce que je vous avais dit, c'est qu'on va aussi corriger le gamma de notre image. Alors il faut comprendre que là, nos couleurs, elles sont interprétées de manière linéaire, c'est-à-dire que pour une couleur à 50% d'intensité lumineuse, ben, on renvoie une couleur à 50% d'intensité lumineuse. Ce n'est pas la manière dont notre œil perçoit les couleurs. Notre œil, il perçoit les couleurs de manière logarithmique. C'est-à-dire que, par exemple, pour à peu près 50% d'intensité, nous, on va percevoir à peu près 25% d'intensité. Donc il va falloir qu'on compense pour ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre couleur et on va la passer dans une fonction power. Donc power, c'est vraiment mettre un exposant. Et on va la mettre à l'exposant 0,4545. C'est la valeur de la courbe de la correction du gamma assez standard. Donc si je fais Alt Entrée, vous voyez qu'on a beaucoup plus de couleurs vives, enfin comment dire, beaucoup plus d'intensité de couleurs. Ça veut dire qu'on va percevoir mieux les couleurs et non pas de la manière linéaire dont elles nous étaient présentées avant. Donc, n'oubliez pas que c'est un vecteur 3 ici, puisqu'on travaille sur col qui est un vecteur 3. Donc là, ce qui est cool, c'est que maintenant, quand on va travailler nos matériaux ici, on va les travailler avec la bonne intensité de lumière à la fin dans notre couleur finale. Donc, un autre truc qu'on peut faire, c'est dans notre matériel, en fait, on va ici stocker un vecteur 3 qui va s'appeler col, qui va être la couleur finale. Et on va dire qu'au début, c'est un vecteur 3 qui vaut 0, donc c'est-à-dire le ciel, ici. Et on va dire que on va faire, au lieu de faire le return ici, on va le faire à la fin. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, l'avantage, c'est qu'ici, on va retourner donc col. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier col par une valeur beaucoup plus petite, ce qui aura pour effet de baisser complètement l'intensité de nos couleurs. Mais là, on va pouvoir les monter à cet endroit-là. Donc, par exemple, là, je vais pouvoir mettre 1 dans le rouge. Vous voyez que le sol monte et j'aurai un contrôle un petit peu plus précis sur l'intensité de mes couleurs. Donc, par exemple, on va se mettre un sol qui va être de cette couleur. Voilà, peut-être marron. Passons sur du bleu. On va mettre 5 de bleu. Un peu de rouge. Pas beaucoup, pour faire un violet. On va rajouter un peu de vert. Là, pour la sphère qui est verte, on va la mettre rouge, donc à tendance beaucoup plus rouge que les autres, sauf que ici on va rajouter, vous allez voir, un petit peu de vert pour la faire légèrement marron comme ça. On va mettre un tout petit peu de bleu aussi, pas beaucoup, peut-être 0,3. Et la deuxième sphère, on va la laisser bleue, mais je vais la monter à 5 d'intensité. Et je vais monter un petit peu les rouges et un petit peu les verts, pas beaucoup. Vous voyez que j'ai un contrôle un petit peu plus fin maintenant dans mes couleurs directement. Donc là, j'ai mes deux couleurs. Et je vais rajouter un autre paramètre qui va s'appeler ambiante. Vecteur 3 ambiante. En général, c'est ENT, voilà. C'est pas en général, c'est comme ça. Et je vais dire que l'ambient lighting va être légèrement violet. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais même, vous savez quoi, je vais même mettre un facteur ici, ce qui me permettra d'avoir aussi plus de range ici dans mes valeurs. Voilà, on va baisser un peu le rouge à 0,5, à 5, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que, donc là, j'ai mon matériel, et la couleur, en fait, va être égale, au final. Alors, ici, j'ai récupéré la couleur du matériel, j'ai mon lighting ici, et ce que je veux dire, c'est que la couleur finale va être égale à la couleur de mon objet, fois, ici, l'ambiante plus le lighting. Donc, si je fais entrer, vous voyez à quoi ça ressemble, ça me donne un éclairage plus sympa. Et là, je peux bien gérer la quantité d'ambiance que je veux. En fait, ça a pour effet tout simplement de rajouter à la lumière une couleur par-dessus le tout. Donc là, vous voyez, j'étais dans du noir tout à l'heure. Si je rajoute ce facteur-là,
donc le facteur ambient, à ma lumière avant de la multiplier par ma couleur, bah, ça a pour effet de rajouter de la lumière si vous voulez. Et on parle de lumière ambiante, c'est un gros fake, hein, c'est pas du tout comme ça que ça se calcule, mais ça donne l'impression que la lumière vient remplir un petit peu les ombres. Donc c'est un vieux truc qui existe depuis la nuit des temps. Alors le dernier truc que j'aimerais faire avant de vous quitter, c'est de rajouter le ciel. Il va falloir que je modifie légèrement ma fonction parce que là pour l'instant je n'ai pas encore le moyen d'atteindre mon ciel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier un petit peu notre boucle ici. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'à partir du moment où le décor est trop loin, on a bien ici rajouté une couleur qui est la dernière couleur qui sera exécutée. Enfin, on passera même pas le test dans le matériel. Vous voyez qu'on a 100 ici, et puis on n'a aucun test à 100. Donc du coup, ça va prendre la première couleur. Le problème, c'est que si je mets la première couleur, par exemple, on va mettre du rouge pur ici. Vous voyez, mon ciel, il est légèrement cassé au fond, là. Si j'avais mis du 1, vous voyez que bon, on n'a pas... exactement le résultat auquel je m'attendais. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais ici englober tout ça dans une autre condition. Et je vais même pas exécuter le lighting pour mon calcul. Je vais juste mettre le calcul de P après ici. Ça n'a rien changé. Et donc là, j'aurai la couleur finale quoi qu'il arrive. Et ce que je vais faire, c'est que je vais englober mes calculs de lighting pour les objets et je vais dire si la distance est supérieure à 20, alors arrête-toi. Alors est-ce que je me suis trompé quelque part? Ah oui, ici il faut que je dise que la distance est égale à 20. Et donc du coup, ici, ce que je vais faire, vous savez quoi, je vais même mettre une très longue distance, peu importe laquelle. Et le problème, c'est que ici, c'est réécrit. Donc en fait, vous savez quoi, on va même, au moment de toucher le décor, on va retourner directement un nouveau vecteur 2 qui va ici prendre le matériel le plus élevé et qui va retourner une longue distance. Voilà, donc ça a eu pour effet effectivement de me couper mon ciel. Par contre, ça n'a pas eu l'effet escompté sur cette partie-là. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Donc si c'est inférieur à une distance de 20, ça veut dire qu'on est devant. Je calcule le lighting, etc. si je suis avant une longue distance de 20 ici. On a dit que c'était 20, d'ailleurs, vous savez quoi? Je vais même stocker cette variable tout en haut. On va définir une constante. Comme en C, on peut utiliser le mot-clé DiESDefine, ça aura pour rôle d'être une variable de préprocesseur, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque endroit dans le code en dessous où il va voir maxDist comme ceci, il va la remplacer par la valeur qui se trouve après. Donc là, ça va être 20. Donc ici, on va faire si c'est supérieur à 20. Alors n'oubliez pas, c'est 20.0. Si c'est supérieur, à ce moment-là, on retourne aussi maxDist plus 0, plus 10 pour être sûr. Voilà, ça n'a absolument rien changé. Et ici, on va dire si on est inférieur à maxDist, on sait qu'on est arrivé dans la deuxième condition ici, donc dans mon calcul qui se trouve ici, donc ça veut dire que on peut s'arrêter. Et donc du coup ici, dans le matériel, ce que je peux faire, c'est que je peux définir la couleur de mon ciel. Alors en vrai, ce que je vais faire à la place, c'est que je ne vais pas utiliser cette couleur ici pour le ciel là, je vais faire un traitement un tout petit peu particulier. Je vais faire en sorte que le matériel ici soit overridé, donc je vais bien effectivement dire que la couleur est égale au matériel à l'intérieur. Par contre ici, ça va être donc du coup la couleur de mon ciel, donc je vais pouvoir faire quelque chose du genre, normalement si je fais ça, je reviens avec du rouge pur ici. Le gamma, attention, doit être pris en compte dans l'image totale. Donc je sors mon gamma ici. Très bien. Et ce que je vais faire, c'est que pour le ciel, je vais... qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre bleu, mais par rapport aux UV. Donc je vais... ouais, je vais faire ça. Je vais prendre des UV en Y. Donc ils vont aller de 0 au centre de l'écran à 1
en haut. Et ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier cette valeur par l'intensité de bleu déjà dans un premier temps pour voir à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, ça me fait bien un dégradé. Et il faut savoir que le ciel, si vous regardez une photo du ciel, en général, vous avez une teinte plus foncée en haut que en bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici... tac, tac, je vais carrément faire un mix. Alors je me souviens, je crois pas qu'on ait vu encore la fonction mix, ça va être l'occasion de la découvrir. Mix, c'est une fonction qui me fait une interpolation linéaire. Une interpolation linéaire entre une valeur et une autre valeur. Donc si pour une interpolation linéaire on prend la valeur 0, on lui passe la valeur 0, ça va me retourner le premier composant, le premier argument, et si on passe la valeur 1, ça va me retourner le deuxième argument de la fonction mix. Donc là je vais avoir A et B qui vont être des couleurs, donc on va avoir ici je vais mettre du blanc pur dans le bas, et je vais mettre du bleu pur ici pour la deuxième couleur, et UV c'est une valeur entre 0 et 1, enfin entre, pardon, moins la hauteur de l'écran divisé par Y, et pareil de l'autre côté. Donc là normalement ça devrait être entre moins 0,5 et 0,5, et donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter 1, et ça ne fonctionne pas, alors je me suis trompé quelque part. Alors oui, en effet, c'est pas plus 1, c'est plus 0,5. Ça devrait le faire mieux, voilà. Donc là, j'ai mon ciel qui commence à apparaître. Et en fait, ce que je peux faire, c'est commencer à jouer avec mes couleurs. Alors je vais passer ça, je vais baisser un petit peu le ciel. Donc du coup, pardon, je vais monter mes UV un petit peu. Alors c'est peut-être beaucoup trop. 0,06. En fait, on va rester avec 0,5, ça me semble pas mal. Par contre, je peux passer ça dans une fonction power. Il va falloir trouver le bon argument ici. 0,5, 0,3, voilà, quelque chose comme ça. Et donc là, du coup, je vais essayer de trouver des valeurs pour le ciel qui vont me scier un petit peu plus. Donc on va mettre 0,1, alors peut-être pas beaucoup de rouge. Peut-être un petit peu plus de vert, non peut-être pas autant, et on va mettre un petit peu moins de bleu que ça, en fait plus de bleu, on va dépasser même en bleu, ça changera de toute façon, excusez-moi. Ici on va peut-être remonter un petit peu les valeurs, ici je vais passer à 0,8 et ici je vais passer à 0,3, ouais, quelque chose comme ça. Et 0,02, c'est peut-être un... Alors si je monte, je booste beaucoup plus, ça va me pousser encore plus mon ciel. On va peut-être rester comme ça du coup. Et là, je vais copier carrément mes valeurs de bleu. Parce qu'en fait, j'ai envie d'avoir cette couleur pour le bas. Et pour le haut, j'ai envie d'avoir une couleur beaucoup plus sombre. Donc là, je vais descendre à 0,5. Ici, 0,2. Et ici, on va dire 0,1. C'est beaucoup trop sombre, donc en fait je vais laisser, excusez-moi, là c'est vraiment le côté plus artiste, à vous de trouver vos bonnes couleurs. On va remonter ici à 0,1, 0,5, 1,1. Normalement si je monte la couleur ça change rien ici évidemment parce que les couleurs sont clampées. Mais je vais remonter à 0,8 ici pour éclaircir le bas encore un peu plus, et 0,5 ici, voilà. On se rapproche de 1 et j'ai une couleur beaucoup plus intéressante pour le ciel, qui est peut-être un petit peu trop puissante pour l'instant, voilà. Peut-être que je peux monter même à 2, voilà, pour retasser un petit peu plus mes valeurs. Et là donc j'ai un ciel qui me correspond un petit peu mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais stocker cette couleur aussi. Je vais l'appeler Sky Call, ou S-Call, S-Call, ça ira très bien. Pourquoi je vais faire ça? Parce que le dernier tout petit truc que je vais faire, c'est que je vais rajouter de l'ambient lighting, mais par rapport au ciel. C'est-à-dire que là, on a rajouté de l'ambient global, ici. Moi, ce que je vais rajouter, c'est
un autre terme d'ambiance qui va fonctionner par rapport au ciel. Donc c'est-à-dire que, je vais l'appeler AS pour le ciel. En fait, je vais prendre, donc j'ai ma normale, je vais calculer un dot product de ma normale par rapport à un vecteur 3 qui va pointer vers le haut. À quoi ça correspond ça? En fait, si vous regardez, j'ai appuyé sur insert, cette touche maudite, si vous regardez, si on affiche AS ici, à la place de la couleur, je vais faire comme ça directement. Ah, je peux pas, il faut que évidemment je passe ça dans un vecteur 3. Qu'est-ce qui lui plaît pas? Ah oui, pardon, il faut que je multiplie ça par un vecteur 3, c'est ce que j'allais faire à la fin. Donc je peux revenir ici à AS. Vous voyez qu'en fait, ça me donne une information de dans quel ça me donne l'information de la hauteur, enfin de comment je dois éclairer, comment le ciel potentiellement peut éclairer toutes les surfaces. En fait, je suis un peu bête, ça revient à prendre le Y de la normale, mon dot product, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ça sera beaucoup mieux comme ça. Et en fait, là, ce que je peux faire, c'est que je peux multiplier ça par une couleur. Donc on va multiplier ça par du bleu, et en l'occurrence le ciel du bleu, la couleur du ciel, donc S-Col, donc le bleu. Et tout ça, ce que je peux faire, c'est que je peux l'ajouter comme un nouveau terme d'ambiance, ici, plus AS, ici. Tac, 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 qu'est-ce qui lui plaît pas? AS avec un S majuscule, donc l'ambiance du sky, voilà. Et ça aura pour effet de rajouter une teinte supplémentaire à mon ciel. Alors si je rajoute 1, vous voyez que ça me booste encore plus mes couleurs. Ce que j'aurais pu faire, c'était peut-être plus 0,1 pour booster un petit peu plus mes couleurs, ou alors tout simplement ici rajouter un facteur. C'est plutôt ce que je vais faire ici pour pas trop détruire mon terme ambiante. De 0,1, 0,5, on va mettre juste un tout petit peu de réflexion du ciel, très légèrement. Et en fait, à la place de stocker S-Col ici, la valeur sombre de mon ciel, je vais plutôt stocker la valeur claire ici de mon ciel, ce qui aura pour effet d'éclaircir un petit peu l'influence du ciel sur ma scène. Donc, on a fait pas mal de choses, la mine de rien. Le plan, je me souviens plus, c'était quelle couleur, je me souviens plus de quelle couleur il s'agissait, c'était la valeur 0, donc c'est la première couleur probablement ici. Je l'ai mis bleu, en fait, je vais le faire revenir plutôt vers du marron, pas du marron, certainement pas, du vert, certainement pas du vert, mais je vais booster un petit peu ce sol. Alors, surtout pas comme ça. Voilà. Je vais faire un sol un petit peu plus sympa que violet, parce que j'ai déjà ma sphère ici en violet. Donc, je pense que je vais m'arrêter pour ce tuto. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, dans laquelle on va coder une meilleure caméra, un meilleur modèle de caméra que ce qu'on a actuellement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas pour pouvoir être notifié des prochaines vidéos qui vont suivre. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis si l'envie vous en dit. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!